Montagne, perspective et plan d'action. C'est Yvan Chex, directeur de l'agence départementale, qui va l'animer. Il est déjà en place. Alors j'appelle aussi Pierre Voller, qui est en train de monter. Il est vice-président de l'Association nationale des maires des stations de montagne. Nous aurons en distanciel Mylène Agnelli. Et puis nous avons également Denis Morer qui est là, qui est présent et qui est sur scène. Nous aurons présent également Nils Ginestou, chef du service montagne de la région Sud, et puis Benoît Robert, directeur du cluster montagne, qui lui sera en distanciel, il est déjà connecté avec nous, et puis bien entendu Cécilia Kless, maître de conférence en sociologie, responsable du master aménagement de la montagne de Gap, et elle est en présentiel déjà sur scène également. Yvan, tu as la parole. Alors, je suis heureux de vous retrouver après l'ouverture ce matin avec Pierre Voller. L'exercice est compliqué, c'est la dernière des tables rondes. Une partie du public est avec nous, l'autre derrière son écran, et puis on a la même configuration pour les intervenants. Certains sont ici et Christophe Rosavalon les a présentés, et puis deux d'entre eux sont également derrière leurs écrans. Cette dernière table ronde a pour thématique le développement touristique des territoires de montagne. Et pour pouvoir répondre à cette question, il nous semblait intéressant d'avoir un tour d'horizon assez large, et les différents participants reflètent bien la réalité économique d'un territoire de montagne. Il y a des entrepreneurs, il y a des élus, il y a des universitaires, il y a des grandes administrations. L'idée, c'est vraiment de confronter les points de vue et puis de se faire une idée de ce qui se joue. Et peut-être que le plus utile pour ouvrir la conversation, c'est de laisser la parole à Denis, qui est le président-directeur général de G2A. G2A, alors vous ne connaissez peut-être pas, il va se présenter, mais c'est l'oracle de la montagne. Quand on ne sait pas trop comment va se dérouler la saison, on se tourne vers eux. Alors très souvent, ils tombent juste, pas toujours, mais très souvent. Ils ont développé au fil du temps des outils assez puissants d'observation des flux de fréquentation. Ils ont aujourd'hui une vision très précise de ce qui se joue sur les territoires de montagne. Et puis petit à petit, ils complètent leurs études avec des analyses des tendances de clientèle, des besoins naissants. Alors j'ai envie de vous poser cette question pour ouvrir la discussion, Denis. Que nous disent les clientèles? Est-ce que vous avez le sentiment, de votre point de vue d'observateur, qu'on assiste à des mutations très profondes et qu'il se passe quelque chose aujourd'hui en montagne? Bonjour à tous. Alors d'abord, pour être clair sur notre capacité à projeter des chiffres, l'année dernière, en début de saison, quand on avait donné nos chiffres et qu'on a vu ce qui s'était passé à la fin, nous nous sommes trompés de 70%. Les stations n'ont jamais ouvert. C'est pour relativiser notre capacité à projeter des situations. Effectivement, aujourd'hui, c'est très intéressant ce que nous venons de vivre. Je parle des 2 dernières années, parce que je pense sincèrement qu'on a tous tiré des conclusions assez rapides l'année dernière, assez rapides cette année, mais que tout ce qui se passe l'an dernier et cette année reste important, mais sujet à réaction. L'année dernière, on a trouvé génial et sympathique que autant de gens viennent à la montagne, même s'il n'y avait pas de remontée mécanique. Et on a commencé à se demander si c'était quelque chose qui allait devenir permanent, enfin quelle était la permanence de cette chose-là. Et cette année, les mêmes personnes n'avaient qu'une seule envie, c'était glisser. Glisser, glisser, glisser. Et on voit bien qu'on fait une année merveilleuse, mais qui est liée en partie à la beauté et à l'absence de montagne de l'année dernière, mais aussi ce besoin, on n'a pas pu skier l'an dernier. Et quand on ne peut pas faire quelque chose, on n'a qu'une envie, c'est pouvoir le faire assez rapidement derrière. Donc de là, on tirait des conclusions sur ce que sera l'année prochaine, et qui j'espère sera normale. C'est un petit peu compliqué. En tout cas, il y a des tendances qui sont claires chez les clients et qu'on ressent. C'est-à-dire que pendant ces 3 dernières années, on sent bien que les clients sont attachés au circuit court, dans leur façon de réserver, dans leur façon d'aller passer quelques jours dans une relative proximité. C'était évident l'année dernière, puisqu'il n'y avait pas de remontée mécanique, mais on voit par exemple
qu'il y a un éclatement de l'acquisition des forfaits. Quelqu'un qui vient une semaine aujourd'hui achète assez rarement un forfait une semaine. Enfin, assez rarement, c'est pas vrai, il y a quand même une majorité de gens qui le font, mais de plus en plus, je dirais, c'est comme ça qu'il faut l'exprimer, les personnes cherchent, pendant cette période qui est totalement indispensable à l'économie de montagne, c'est-à-dire l'hiver, cherchent à skier, bien entendu, mais également à avoir d'autres activités. Et là-dessus, pour pas être trop long, je vais déraper sur l'avenir et les prochaines années. C'est vrai qu'on a participé à une étude qui a été présentée avant Noël, me semble-t-il, avec la région Sud sur l'enneigement des 30 prochaines années, pour se rendre compte que les principales stations de la région Sud pourront offrir du ski pendant cette période-là. Mais en attendant, il est quand même important de se poser des questions sur quelle va être l'économie touristique de la montagne, avec cet incontournable que sont la période hivernale et le financement, bien sûr, dans le modèle économique des remontées mécaniques, mais également le réchauffement climatique va rendre possible une venue peut-être sur des périodes plus longues. Et ces fameux services qui sont déjà très demandés en été, bien entendu, mais même au cœur de la saison hiver, que pourront-ils être sur des ailes de saison? Et quel type de développement il faut qu'on intègre? C'est-à-dire que je pense, et là je me projette à 30 ans, excusez-moi, mais je pense que on va petit à petit, tout en intégrant toujours la logique économique liée aux remontées mécaniques, on va de plus en plus intégrer une logique qui est de faire venir les gens pour une économie locale qui n'est pas que tournée vers les remontées mécaniques, en tout cas à un horizon lointain. Ce n'est pas le cas immédiatement. Mais en tout cas, c'est ce point de vue-là qu'on sent le plus en plus dans les questions que se posent nos clients et Denis, l'attrait qu'ils ont pour la montagne. Vous avez le sentiment qu'on est sur une tendance au long cours qui a été accélérée par les 2 années très turbulentes de crise de la Covid, ou est-ce qu'on est au début de quelque chose? Quelle est l'appréciation de l'observateur que vous êtes sur un temps long? Alors, il y a une chose que je rappelle souvent en ce moment, c'est 2018. On a oublié qu'en 2018, la montagne a commencé à se faire tailler des croupières, excusez-moi le terme, mais par des États, pour les citer Tunisie et Turquie, qui ont fortement financé en période hivernale leur tourisme, et ce qui a amené un certain nombre de clients à se poser des questions. Paradoxalement, ça c'est un avis personnel, je pense que c'était une passade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une chose qu'on sent puissante, c'est le besoin d'être reconnecté à son territoire, d'être reconnecté avec une relative proximité. Et donc, très probablement, on va basculer dans un monde où le tourisme lointain, ce qui souffre terriblement, va mettre du temps à s'en remettre, voire ne pas forcément s'en remettre. Et c'est sur le tourisme de proximité qu'il va falloir miser. Et donc, cette tendance, c'est plus de, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais en fait, c'est plus de cette tendance de se raccrocher, de se raccorder à un territoire pas très éloigné de chez soi, qui va bénéficier à la montagne, que réellement la montagne en elle-même. Voilà, qui après offre tous les paysages et en fait toute sa beauté. C'est évident. Alors, on va essayer de revenir sur ce sujet. On va mettre à contribution tous les intervenants. Je voudrais juste m'assurer que les 2 personnes qui sont en visioconférence ont bien le relais. Le directeur du cluster montagne et puis Madame le maire d'Isola 2000. Peut-être juste vous donner alors deux éléments de discussion pour avancer dans le débat. Lorsqu'on pose la question du développement touristique des territoires de montagne ou du développement des territoires de montagne, la formulation sous-entend qu'ils se portent mal. Je ne sais pas si vous avez cette petite musique à chaque fois qu'on interroge la situation des stations, des territoires de montagne. On a le sentiment que les choses vont pas si bien que ça. C'est en trompe-l'œil en vérité. Alors moi je parlerai que de ce que je connais, le département des Hautes-Alpes. Effectivement, on a connu un trou d'air entre 2005 et 2015. Pendant 10 ans, ce département a été malmené avec une moindre attractivité touristique et puis des difficultés économiques, puisque c'est
dans ce département, le moteur de l'économie, c'est 30% de l'emploi et de la richesse. Mais depuis 2015, le département des Hautes-Alpes gagne des parts de marché en toute saison. Le département des Hautes-Alpes gagne de la population. Et on l'a évoqué ce matin, je le redis pour ceux qui n'ont pas pu participer à cette ouverture d'Okova, c'est une saison record qui se joue. Les Pyrénées, les Vosges, le Jura, un nombre important de stations des Alpes font probablement leur meilleure saison. Comme nous, département des Hautes-Alpes, nous avons fait en été 2020, en été 2021, nos meilleures saisons estivales. Jamais nous n'avions accueilli autant de visiteurs l'été. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Alors une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas se satisfaire de la situation. Il faut bien évidemment se rappeler qu'on est confronté à un secteur d'activité qui est très concurrentiel. Il faut répondre à la fois aux exigences de la concurrence et puis aux attentes de la clientèle. Et puis aussi prendre en considération les grands bouleversements. Et celui qui nous frappe en montagne au premier chef, c'est le réchauffement climatique avec des incidences très marquées sur notre activité touristique. Et là encore, quand on pense réchauffement climatique, on pense très souvent à la saison d'hiver et aux stations de ski. En vérité, c'est toutes les activités qui sont frappées. Les courses d'alpinisme doivent être déplacées, l'étiage des cours d'eau rend difficile la pratique des sports de vivre. Donc on a souvent comme ça des idées un peu préconçues. Je voudrais savoir comment on vit la situation du côté d'Isola 2000. Madame le maire, elle se connecte. Alors Pierre, à défaut de réussir à joindre Madame le maire d'Isola 2000, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la discussion que l'on vient d'ouvrir avec le PDG de G2A, avec ta casquette de vice-président de l'Association nationale des maires de stations de montagne, parce qu'on a suffisamment entendu parler des ors aujourd'hui. On peut encore en parler, parce que j'ai quand même un certain nombre de chiffres intéressants pour aller dans le sens de ce qu'on dit. Tu viens de le dire, cet hiver, enfin nous par exemple, on est à plus 2% par rapport à l'hiver 2019-2020, qui était le record. Voilà, c'est quand même intéressant de le dire. Donc là, voilà, on est sur la saison d'hiver, on continue. Alors, je te coupe, peut-être pour ceux qui ne sont pas dans les Hautes-Alpes. Pierre est en train de dire qu'il va probablement égaler, voire dépasser son niveau historique d'activité, avec un hiver qui n'a jamais été aussi sec depuis 25 ans. Voilà, mais j'allais y venir justement. Et pourquoi on arrive à faire ça? C'est parce que on a mis en place, aujourd'hui on a 54% du domaine qui est enneigé en neige de culture, avec l'aide de la région. On va aller à 70%. Maintenant qu'on sait effectivement, vous avez parlé tout à l'heure des études liées à ClimSnow, enfin sur 2050, la neige, on sait qu'on peut investir, et la région évidemment a lancé cette étude, ce qui permet d'avoir une sécurité pour effectivement investir. Et les gens sont très satisfaits en termes de qualité aujourd'hui, même si on a un enneigement naturel relativement faible. Donc c'est grâce à ça qu'on arrive à faire, mais aussi en montant l'offre en qualité, que ce soit au niveau des remontées mécaniques, on place des remontées, toujours avec l'aide de la région, avec les contrats stations de demain, l'hébergement, etc. Voilà. Donc ça, pour cet hiver, rien à dire, et on continue à aller, et on continuera à skier. Et je rejoins pour dire que les gens aiment le ski, ont envie d'y revenir, on les voit, les jeunes, les écoles de ski, c'est plein. Là, j'étais avec mon directeur tout à l'heure, les cours sont pleins jusqu'à la fin de saison, en 18 avril. Donc c'est bon signe, parce que c'est les jeunes qui viennent. La question qu'on doit se poser, c'est, compte tenu du réchauffement climatique de manière générale, quand on parle de l'ensemble des stations, toutes n'ont pas le même, je dirais, le même positionnement vis-à-vis de l'altitude, la neige, l'UBAC, etc. Et donc, on doit travailler sur quelles activités complémentaires on peut mettre en œuvre et comment on peut accélérer ces activités complémentaires pour l'avenir, notamment pour les stations de moyenne montagne. C'est une des problématiques importantes. Et on y travaille ici aux Ors, puisqu'on travaille sur le pilote de la montagne de demain. Voilà, et donc ces modèles, si je reprends les chiffres ici, on était à 275 000 visiteurs par an, on doit être à 280 000 parce que l'été s'est fortement développé. On a doublé le chiffre d'affaires de l'été. On est aujourd'hui à plus que 10% du chiffre d'affaires de l'année qui est fait l'été. Ce qui est intéressant. Alors avec du vélo, parce qu'on est un spot de vélo important, mais pas que. Ça a ramené les gens aussi à faire de la randonnée. Les remontées on a trois téléporteurs en route l'été. On met en place un pass qui permet faciliter les choses.
Donc pour revenir sur les questions de fond, c'est la question du modèle économique. On a dit l'année dernière, arrêt des remontées mécaniques. Il y avait du monde quand même en montagne. Certains disaient que c'était très bien, tout allait bien. Mais le modèle économique, si on n'avait pas eu les 4 850 000 euros d'aide qu'on a pu avoir ici aux Ors grâce à l'État, aujourd'hui on serait fermé. C'est fini. Donc, est-ce qu'on peut avoir un retour sur le modèle économique, notamment nous l'été, par exemple, ça fait à peu près 10% du chiffre d'affaires. Alors, on sait qu'entre l'euro de forfait et le chiffre d'affaires direct et induit dans la montagne, dans le bassin valléen, en général, on est à 6, 6,5, 7. On parlait de ces facteurs multiplicatifs. Pour l'été, on se dit que ça peut être un peu moins. Néanmoins, on le voit de plus en plus avec la tyrolienne, avec les autres activités, un petit peu tout ce qu'on peut faire. Le chiffre d'affaires est relativement intéressant et est un bon modèle. Donc, ce sont des indicateurs. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut accélérer le développement de ces sports et loisirs de montagne complémentaires, mais avec la vision du modèle économique. C'est très important et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec Aix-Marseille Université, n'est-ce pas, Cécilia, parce que voilà, il faut trouver un modèle intéressant, équilibré, qui soit acceptable par rapport à la nature et les hommes aussi, hein, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire de nos stations des parcs d'attractions, hein, avec des systèmes, on parlait de tyrolienne par exemple, une tyrolienne c'est bien, mais si on met des câbles partout, des activités partout, la nature aussi elle perd son âme. Donc il faut arriver à la garder et avoir un modèle économique qui soit pérenne et durable. On se pose souvent la question, mais Pierre peut essayer d'apporter un élément d'éclairage. Quand on parle de l'activité touristique, on s'interroge souvent, on se demande si c'est une économie de l'offre ou de la demande. Si on aménage pour répondre à une demande des clientèles, ou si au contraire, les équipements que l'on met en scène et en œuvre donnent satisfaction aux clientèles. Quelle est ta perception de la situation ? Lorsque tu équipes les Ors, tu le fais pour garder un positionnement concurrentiel par rapport à tes voisins et concurrents? Est-ce que tu le fais pour répondre à des demandes de clientèle nourries par les observations G2A? Un peu des deux. Quelle est ta sensibilité sur ce sujet-là? Pour le dire autrement, toi qui es un gars de la tech, j'ai en tête ce bon mot de Jobs qui disait « Si j'avais écouté mes clients, j'aurais jamais fait Apple ». Oui, oui. Comment tu te positionnes? On n'est pas dans ce sens-là. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est qu'on est en train de monter le prototype de la station expérientielle, justement, avec un pôle expérientiel, un pôle sport et innovation, pour faire tester les sports et loisirs de montagne complémentaires, que ça soit du débutant à moins débutant, pour essayer de faire tester et de faire qu'on convertisse en pratiquants réguliers ceux qui, ayant testé avec le niveau d'acceptabilité qui est le leur, une action, une activité, on va essayer de les convertir en pratiquants réguliers. Donc on ne répond pas directement aux demandes. Bien sûr, on est en train de faire on pose des questions à nos clients pour savoir les activités qui leur plaisent, ce qui pourrait les intéresser. Mais on a un modèle qui va vraiment de l'avant. Par exemple, le pôle sport innovation, dont le permis de construire va être déposé dans les prochains jours. C'est un lieu où avec les professionnels, les équipementiers, mais aussi les universitaires, la recherche, on va mettre des usagers, des utilisateurs, tout niveau débutant à élite, pour bâtir avec eux le process qui permettra de les faire monter en compétences et de les intéresser à ces types d'activités. Donc non, on n'est pas là simplement avec une étude de marché en disant tiens, on va faire ça, tiens, le voisin a fait telle ou telle chose. Bien sûr que nous, on a une luge panoramique ici. Mes collègues maires de station m'ont dit est-ce qu'on peut venir voir, est-ce que c'est intéressant ou pas. Bon, moi, je les ai reçus et je leur ai montré. On n'est pas même si on est dans un monde concurrentiel, je vois Béatrice qui est là, ou mon ami Gérald, on est dans un monde concurrentiel, mais en fin de compte, on est tous, en tout cas à l'Association nationale des maires stations de montagne, on est plus de 100 maires, on travaille ensemble, on échange, on va de l'avant sur les informations, les idées pour la suite. Donc on n'est pas du tout dans une vision sectaire et recroquevillée dans nos montagnes. Benoît Robert est avec nous, c'est le directeur du cluster montagne. Benoît, est-ce que tu nous entends ? Comment les entreprises du cluster, alors tu le présenteras, qui sont multiples et variées, appréhendent ces questions de modèle économique, d'innovation, de développement? Quel est
le point de vue que tu as envie de partager avec nous. Est-ce que tu rejoins Pierre Vollère sur ces sujets-là, ou est-ce que vous avez, vous, entrepreneurs de la montagne, une vision sensiblement différente? Déjà, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Disons qu'au niveau du cluster montagne, je dirais que les entreprises, on est vraiment, je dirais, en lien très étroit avec les acteurs des territoires, mais je dirais par rapport aux évolutions des modèles, ils sont bien, ce sont eux qui sont les pilotes de leur destinée, et les entreprises viennent à leur service. Alors la petite originalité du cluster, c'est justement d'avoir essayé de créer une organisation qui puisse rassembler à la fois les entreprises de l'aménagement de la montagne, les institutions représentatives, mais également tout ce qui est les collèges, tout ce qui est formation, recherche, enseignement, pour justement voir ensemble quelle pourrait être la montagne de demain, puisque finalement les élus prennent des orientations, mais quoi qu'il en soit, ils prennent des orientations en lien avec les entreprises. On parlait tout à l'heure de Clean Snow, qui est une structure organisée notamment autour de Météo France et de Dianeige. C'est bien des entreprises qui aujourd'hui arrivent, à travers des analyses prédictives, d'envisager quelle sera la suite demain. On voyait également le discours de G2A, du président de G2A. Ce qui était intéressant, c'est que justement, ils créent des études prédictives qui nous permettent aujourd'hui aux acteurs des territoires de pouvoir penser la montagne de demain. Donc on est vraiment dans une interaction qui est très forte. Les entreprises sont au service des territoires pour les accompagner dans leur destinée, mais en même temps ces destinées, elles sont vraiment, c'est la gouvernance des territoires, les élus, les exploitants, les différents socioprofessionnels, et je dirais la filière des entreprises se met au service de ces ambitions, tout en cherchant à également faire évoluer quelquefois les visions. C'est ce qu'on a également mis en place au sein du cluster montagne à travers l'initiative qu'on appelle le cluster montagne labs, avec un certain nombre de territoires partenaires, où tout au long de l'année on fait des missions de benchmark pour aller voir ce qui se passe ailleurs et pour identifier d'autres modèles qui pourraient nous intéresser sur quelquefois des modèles globaux, mais quelquefois des modèles également extrêmement précis sur des problématiques que l'on retrouve dans nos stations. Ce sont également nos journées terrain où on rassemble à la fois les élus, les exploitants, les offices du tourisme, les socioprofessionnels, avec une vingtaine d'entreprises du cluster montagne pour voir ensemble quelles sont les problématiques des territoires et quelles sont les réponses que nous pouvons y apporter. On a également ce qu'on appelle nos journées hors piste qui nous permettent d'aller voir d'autres univers. Très prochainement, il y aura le salon Solucir sur tout ce qui est la filière, le recyclage, les filières courtes qui est sur Annecy. C'est des choses qui intéressent nos acteurs des territoires et nos entreprises et sur lesquelles on va être présent. Et puis donc tout un certain nombre d'actions au travers de cette initiative Cluster Montagne Lab qui nous permet de rassembler les acteurs et de nous dire finalement la montagne de demain, elle se fera ensemble. Parce que quelles que soient les évolutions à venir, les entreprises auront leur rôle à jouer et c'est vraiment des acteurs clés. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce juste équilibre entre les gouvernances des territoires et puis derrière les entreprises qui apportent les solutions et qui réfléchissent ensemble à l'avenir de leur destination touristique. Benoît, on sort un peu du sujet, mais est-ce que tu peux nous donner juste un petit mot sur la santé des entreprises de la montagne après 2 années un peu difficiles? Certains secteurs d'activité ont plus été aidés que d'autres. Quel est l'état des troupes? La situation elle reste toujours relativement critique pour nos entreprises. On voit bien qu'aujourd'hui, on a des baisses de commandes de l'ordre de 30 à 40%. On voit également la hausse des matières premières qui inquiète. L'autre jour, on avait un bureau du cluster montagne, on avait le président de Poma qui nous disait que, par exemple, la hausse des matières premières, c'était de plus de 30%, et la baisse du chiffre d'affaires, elle est moins 30, moins 40%. Alors, c'est vrai que récemment, il y a eu quelques études qui sont sorties, qui indiquaient que l'investissement était reparti sur cette année, que les perspectives étaient intéressantes. Bon, pour l'instant, pour nos entreprises, c'est encore un petit peu le flou. Alors, à l'image des stations, comme l'a dit Pierre, il y a eu des aides, mais évidemment, ces aides sont aujourd'hui insuffisantes pour repartir. Et aujourd'hui, on compte. Déjà, on se réjouit que la saison semble bien se passer en station. On se réjouit également de voir que des territoires comprennent que, par exemple, l'été, l'investissement c'était un petit peu, je dirais, le parent pauvre par rapport à l'hiver. Et aujourd'hui, les stations prennent en main leur destinée sur la montagne, sur la diversification de la montagne estivale. Donc là, on a de formidables opportunités. Et puis, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que
du côté de nos bureaux d'études, là, par contre, ça va très, très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de territoires qui font appel à des bureaux d'études pour envisager la montagne de demain, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Et donc, on voit vraiment cette différenciation entre nos bureaux d'études, et on en a un très grand nombre au niveau du cluster montagne, mais même, je dirais, même nos cabinets d'architectes et autres qui fonctionnent vraiment très, très bien et qui ont une bonne activité et qui ont réussi à passer la crise et qui, aujourd'hui, ont des belles perspectives. Et puis, nos équipementiers, où là, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, comme je vous le disais, la conjoncture aujourd'hui n'aide pas et les perspectives sont plus compliquées, plus délicates. Je profite là de l'intervention de Benoît pour couper court à une autre idée reçue. On dit souvent que la montagne est désorganisée, que les acteurs se parlent peu. La vérité, c'est que rarement les territoires de France sont aussi bien organisés que la montagne. On a des organisations locales très puissantes et puis on a des groupements professionnels, le cluster montagne, on fait partie, des groupements d'élus, la NMSM, des organismes qui fédèrent autour de la promotion, je pense à France Montagne. Il y a vraiment des dynamiques collectives. Alors on ne gomme pas les spécificités de chacun, on ne bride pas les initiatives individuelles, mais il y a vraiment une volonté de faire ensemble et de travailler ensemble. Avant de laisser la parole à Niels, peut-être quelques mots encore, Pierre. Juste des nouvelles de Mylène Agnelli. Malheureusement, elle est partie sur une urgence avec les gendarmes. Mes collègues maires apprécieront. Donc elle ne peut pas être avec nous, elle est désolée. Bon, elle est toute excusée. Niels, à plusieurs reprises dans la discussion, on a évoqué les travaux qui ont été conduits par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec une série d'études plutôt bien pensées pour mesurer la résilience, le mot est très à la mode, des territoires de montagne et des stations, résilience face au réchauffement climatique et résilience financière pour orienter la décision politique et pour peser les prochains contrats de station à espace valais. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la façon dont les choses se sont mises en place et ce qui est sorti de ce chapeau ? Résilience morale et intellectuelle. On vit dans une société de la narration. Il y a moins de 10 ans, les stations des Alpes du Sud, c'était des stations qui étaient consommatrices d'eau, qui polluaient, où il manquait de la neige, qui allaient souffrir du réchauffement climatique, où finalement il y avait peu d'avenir et peu de perspectives. Donc il fallait raconter une autre histoire. Que les acteurs aussi, qui sont des acteurs industriels, on parle d'industrie du ski, ça reste des entreprises qui sont soumises aussi à ces aléas, au positionnement, à son image, à comment elle est ressentie sur le marché. Il fallait imposer un autre discours, un autre récit et une nouvelle histoire. Et cette nouvelle histoire, c'est l'histoire des stations qui ont des perspectives en matière d'enneigement. Ce sont des stations qui ne vivent pas que de la neige, parce que ce sont des stations qui sont dans leur territoire, et vous avez raison, monsieur le président de G2A, de le souligner, qui sont inscrites dans leur espace valléen, dans leur système valléen, où il y a des gens qui vivent et qui travaillent. Le récit, l'histoire qu'on doit raconter, parce que là aussi il y a une responsabilité de chacun de s'approprier cette histoire, c'est de dire que les stations, c'est des espaces à vivre, ce sont des lieux de villégiature, il y a de la neige, il y a un peu de moins de neige, c'est pas grave. Moi j'étais à Auron il y a au mois de septembre dernier, à Auron, qui est une station des Alpes-Maritimes, où on est quand même à relativement basse altitude, où les conditions climatiques sont peut-être moins bonnes qu'aux Ors, enfin, ou dans les Hautes-Alpes en règle générale. Mais c'est une station où ça se construit. C'est une station où il y a une école, où il y a des commerces et de la restauration ouverte à l'année. Qu'il y ait moins de neige, les gens vont continuer à venir parce qu'ils vont avoir un environnement où ils vont accéder à des services écotouristiques de qualité. Donc le récit, c'est des stations-villages, des stations de montagne où il fait bon vivre, où il fait bon aller tout simplement passer un bon moment. Donc ce récit, il faut l'alimenter. Et c'est le rôle aussi des institutions, d'une collectivité stratège comme peut l'être la région, de pouvoir donner des éléments, de corroborer avec des faits
et ce récit. Et c'est fait, c'est évidemment de produire des éléments objectivés sur les conditions d'exploitation des stations à l'horizon 2057, puisque, hasard des faits font les choses, G2A était un de nos partenaires dans la réalisation de cette étude prospective portant sur le devenir des Alpes du Sud, donc qui est constituée de 2 volets essentiels, un volet climatique. Et on a utilisé cet outil ClimSnow, enfin nous on a demandé, on a acheté en tout cas la prestation qui nous permet d'avoir jusqu'en 2057, station par station, piste par piste, les conditions d'enneigement moyen donc tout simplement la capacité d'évaluer l'offre de skiabilité de ces stations de montagne, et les résultats sont plutôt intéressants puisque on sort de la caricature, on sort des grosses mailles en disant qu'il n'y aura pas de neige pour rentrer dans une analyse scientifique, piste par piste, validée scientifiquement et qui nous indique que par exemple aux Ors, on va dire que il ne faut pas non plus dire que tout va aller bien, qu'il y aura les mêmes conditions d'enneigement. Mais globalement, les conditions actuelles de ski de cette année seront les conditions moyennes de ski en 2050-2057. De l'hiver dernier. De cet hiver. Pas de cet hiver, de l'hiver dernier, il était meilleur. Oui, non, mais non, de cet hiver, voilà, qui est vraiment un hiver qui est caricatural, on va dire, en matière de mauvaises conditions climatiques. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que une année sur 5, on aura les conditions de l'hiver dernier. Alors, une année sur 5, on aura peut-être encore des pires conditions, mais et c'est bien le sens de l'étude, c'est vous donner, vous stations, vous maires des stations, parce que vous êtes aussi les décideurs, la capacité d'identifier là où il faut investir, comment il faut investir, est-ce que ça a du sens d'un point de vue de l'offre ski, et bien sûr continuer à vous soutenir parce que, et c'est le deuxième élément du récit, continuer à ce que vous positionnez vos territoires, vos stations, vos vallées comme des lieux de villégiature où il fait bon vivre, où il fait bon passer un moment pour se reposer, se ressourcer, faire du sport, découvrir aussi l'univers de la montagne, d'où l'intérêt aussi de laisser des espaces vierges et protégés. Yvan, quelqu'un dans la salle voudrait poser une question justement à l'intervenant qui vient juste de parler pour la région Sud. Alors on va Est-ce que c'est possible? Oui, on va essayer de vous donner un micro. Il l'a. Et peut-être de vous demander de vous présenter. Alors on ne vous voit pas très bien parce qu'on a les projecteurs pas de souci, dans les yeux, mais on vous écoute. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Yann Cosolino. Je suis élu d'une commune de Montclar exactement, qui n'est pas dans les Hautes-Alpes, mais dans les Alpes du Sud. Donc j'écoute avec beaucoup d'attention vos remarques. On est dans les chiffres un peu dans des dispositions particulières, nous, en termes de fréquentation sur la station cette année. J'ai l'impression, comme on est une des stations les plus méridionales aujourd'hui, certainement dans les plus méridionales, qu'on a déjà eu un impact qui commence à être de plus en plus marqué. Ma question, c'est qu'aujourd'hui, des stations comme les nôtres, on va avoir besoin d'accompagnement et on a fait donc appel au cluster montagne. On a une étude qui a été en cours, en même temps que celle qui a été diligentée par la région. La question qu'on se pose, c'est qu'on est conscient qu'il y a besoin d'avoir une transition, de changer de modèle, de trouver des solutions, mais c'est quel accompagnement l'État va pouvoir fournir et à quel rythme. On pourrait dire qu'aujourd'hui, on est les premiers concernés par ces changements. Et est-ce que vous allez pouvoir tous nous aider dans cette transition? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être donner un peu de priorité à ceux qui vivent de plein fouet ce changement? Parce que nous, finalement, avec cette étude, on n'attendra pas 2050, mais finalement, les perspectives sont beaucoup moins prometteuses. Donc ça veut dire que ces changements, on doit les opérer rapidement. On va écouter la réponse de Nils. L'enjeu, c'est le travail collaboratif. Voilà. C'est que la solution, elle vient pas d'en haut, elle vient du terrain. C'est vous qui êtes en capacité de réaliser un diagnostic, de fédérer les acteurs locaux autour d'un projet de territoire et un projet de transition, d'évolution du modèle économique de la station de Montclar, qui a quand même un paquet d'atouts. Enfin voilà. Là aussi, il faut justement identifier quelles sont les forces et les faiblesses des stations.
Donc cette collaboration, et tu le disais Yvan, hein, elle est essentielle pour fédérer l'ensemble des acteurs. Même si les solutions paraissent bonnes, s'il n'y a qu'une partie des acteurs qui adhèrent, elles ne pourront pas produire leurs effets. Et nous, collectivités régionales, en tout cas, on sera à vos côtés pour vous accompagner dans la définition de ce diagnostic et de cette stratégie de développement. Alors effectivement, il y a certaines stations qui vont être confrontées à la nécessité de reconvertir complètement l'économie de la station. Je ne pense pas que ça soit le cas pour Monclar, même s'il va falloir faire des choix stratégiques. Mais pour les stations qui vont être confrontées à une fermeture à l'horizon 2030-2040, oui, là, il y aura un vrai sujet et nécessairement des moyens qui seront délivrés pour pouvoir aider à la reconversion du modèle économique. Alors peut-être en complément de l'intervention de Denise, d'abord dire que vous avez une très belle station et que vous avez montré dans un passé tout à fait récent que vous étiez en capacité de vous mobiliser et de prendre votre destin en main. Vous avez raison, l'étude Clisno est très rassurante en vérité. Quand elle a été présentée, beaucoup d'entre nous étaient un peu sceptiques. On avait presque envie de casser le thermomètre. Et puis au bout du bout, on s'aperçoit qu'elle nous donne une bonne visibilité sur une génération. Quelle industrie aujourd'hui a une visibilité aussi longue? Très peu. Et qu'on a la possibilité de continuer à investir pour faire vivre nos territoires. Ça, c'est rassurant. Alors après, on vit un moment tout à fait particulier parce qu'on a une addition de dispositifs de financement. Le contrat station et les espaces valléens pour la région, le contrat station du département qui sera dévoilé le 5 avril, le plan Avenir Montagne. Rarement il y a eu autant d'outils à disposition pour conduire de l'ingénierie et pour financer les projets. Il faut s'en saisir, et il faut s'en saisir avec, avec la certitude que les temps anciens sont derrière nous. Quand on regarde l'histoire récente de la montagne, il y a quelques dates qui marquent. Il y a l'exode rural qui a vidé nos montagnes. Il y a le plan neige. Il y a la construction des barrages hydrauliques, ici Serponçon. Il y a la création des parcs nationaux, ici celui des Écrins. Il y avait des grands gestes politiques et des grandes infrastructures qui, en vérité, tiennent encore notre économie aujourd'hui, dans le département des Hautes-Alpes, mais c'est vrai dans d'autres départements de montagne. Ces grands équipements, plan neige, parcs nationaux et barrages hydrauliques, tiennent notre économie. Ces temps-là sont derrière nous. Et aujourd'hui, les dispositifs qui sont présentés sont des dispositifs qui apportent des réponses à une économie du XXIe siècle. Alors, il n'y aura pas de grands gestes, il n'y aura pas de grands investissements, mais je pense que tous les outils sont à disposition pour bien faire. Et alors, moi, j'ai une petite nuance avec Niels. Aucune station ne fermera en 2030. Aucune. D'abord, parce qu'elles auront de la neige par-delà cet horizon-là. Par-delà cet horizon-là, et parce que on a d'autres exemples qui montrent que des stations ont survécu au démontage des remontées mécaniques. Il y a autre chose qui sera inventée. En tout cas, il ne faut pas baisser les bras parce qu'on sait que ce sont des leviers puissants d'aménagement. Alors peut-être le dernier intervenant va donner la vision des universitaires sur ces questions-là. Vous avez été cité par Pierre Voller, vous allez prochainement conduire des travaux avec la commune. Cécilia Claes de l'université Aix-Marseille. Quelques mots, alors peut-être sur ce que vous venez d'entendre, sur l'apport des universitaires sur ces sujets-là. Vous avez peut-être un petit support à présenter, vous nous direz si on le diffuse ou pas. Oui. Alors on se tient prêt en régie. Voilà. Un mot d'abord sur ce que vous venez d'entendre et puis sur l'apport des universitaires sur ces questions-là. Ok. Je pense qu'en vous parlant de l'apport des universitaires, je vais contribuer à réagir sur ce qui a été dit. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on lance le diaporama maintenant. Voilà. Donc on peut passer tout de suite à la diapo suivante en fait. Donc nous, les universitaires, en fait, c'est un triptyque, et ce triptyque va à chaque fois répondre de façon différente ou réagir de façon différente, mais complémentaire aux différents points qui ont été mentionnés dans le cadre de cette table ronde. Donc ce triptyque, c'est la recherche fondamentale appliquée, la formation des étudiants, mais aussi l'expertise et l'aide à la décision. Donc dans la diapo suivante, je vais vous donner quelques éléments sur la recherche fondamentale et appliquée en territoire de montagne.
Alors rapidement, cette dichotomie recherche fondamentale et appliquée, elle est de moins en moins pertinente parce qu'il y a une perméabilité en fait constante entre ces deux dimensions-là. Pourquoi c'est perméable? Parce qu'en fait, en se posant des questions de fond, en prenant le temps de la recherche fondamentale, on se saisit aussi d'objets très concrets, très appliqués, qui fait sens pour vous, décideurs et acteurs du territoire. Je pense que par contre, la différence entre par exemple une dynamique de recherche et un bureau d'études, c'est que nous avons le grand luxe, et c'est vraiment un luxe, d'avoir un peu plus de temps. C'est-à-dire que G2A, quand vous êtes sollicité par un commanditaire, ils veulent la réponse tout de suite. Okay, et c'est votre job de le donner. Nous, chercheurs, et notamment moi, sociologue, j'ai ce luxe terrible de dire je vais vous répondre, mais je vais prendre le temps de poser des questions plus compliquées et surtout de poser des questions que vous ne m'avez pas posées et je vais quand même répondre aux ces questions que vous ne m'avez pas posées. Et souvent des questions poil à gratter. Mais c'est souvent les questions poil à gratter aussi qui font un petit peu sortir de ses habitudes. Presque de vous avoir sollicité. Hein. Il est en train de changer d'avis. Non, je pense que Pierre l'a fait en toute conscience. Donc je voulais vous prendre l'exemple un peu concret de la recherche dans les sciences de l'environnement et les sciences de la société, et surtout lorsqu'elles sont mises en interdisciplinarité les unes avec les autres. Donc je vais, mea culpa, prêcher pour ma paroisse, et ma paroisse, elle s'appelle Aix-Marseille Université, et qui est particulièrement bien dotée en structures de recherche qui ont cette compétence dans ces domaines-là. Des laboratoires, donc le laboratoire population environnement développement, le laboratoire d'écologie, le laboratoire de géologie, et j'ai même mentionné le laboratoire d'océanographie qui travaille par exemple sur le lac de Serponçon sur une dimension environnementale. On a aussi un institut qui s'appelle l'Institut méditerranéen pour la transition environnementale qui depuis quelques années favorise le développement de transversalité entre les labos et entre les différentes formations, et aussi dans une logique de développement des partenariats avec les acteurs du territoire. Dernier, le petit nouveau, le dernier né de notre établissement, c'est le groupement de recherche du pôle universitaire de Gap qui s'appelle Développement Territoire Risque Montagne, DTRM, et qui a pour objectif justement de faire le lien entre Aix-Marseille Université et les acteurs du territoire sud-alpin à travers des approches, elles, pour le coup, appliquées de façon totalement assumée. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je voulais aussi évoquer le travail de thèse, parce que la recherche aujourd'hui, que ce soit en France ou à l'étranger, elle est énormément dynamisée par les jeunes, ces jeunes chercheurs qui se lancent dans l'aventure scientifique et humaine qui est une thèse de doctorat. Et je voulais d'autant plus en parler que actuellement sur le pôle universitaire de Gap, les deux principales thèses directement en lien avec les enjeux de transition des territoires de montagne sont des thèses qui sont soutenues par le conseil régional et qui sont complètement dans le thème de cette table ronde. Donc la thèse d'Anaïs Degache qui est en fait sur la mise en œuvre de la transition énergétique dans les territoires de montagne, et elle travaille en particulier sur les mobilités. Et la thèse de Nicolas Baptiste, qui était avec nous aujourd'hui, qui porte sur la transition touristique et écologique des Hautes-Alpes et qui fait en fait un focus sur le trail. Et le trail, et il s'agit de voir dans quelle mesure le trail, en tant que pratique, qu'événementiel, peut être ou non un moteur de cette diversification du tourisme en montagne. Donc voilà deux exemples concrets de recherche en cours qui, vous le voyez par leur titre, sont complètement dans les questionnements que vous avez évoqués à l'instant. Diapo suivante. Alors je vais aller très vite pour absolument pas partir dans une posture doctorale, justement. C'était juste pour vous donner un aperçu des programmes de recherche en cours au pôle universitaire de Gap. J'ai retenu ceux qui étaient dans les domaines de la journée, et en particulier de cette table ronde. Je salue encore une fois le soutien du Conseil régional, parce que le programme Trans en Alpes, en collaboration avec le Conseil régional, porte sur la transition énergétique des stations de sport d'hiver dans les Alpes du Sud. C'est un travail qui est en cours. Et probablement que certains d'entre vous vont être dans les semaines prochaines sollicités par les membres de l'équipe de recherche et les stagiaires à ce sujet. Nous travaillons aussi sur des enjeux de risque. Alors c'est un thème qu'on a assez peu évoqué aujourd'hui. Les risques environnementaux, comme disent les vieux alpins en montagne, c'est qu'ils ne te
glisse pas sous les pieds, te tombe sur la tête. Et c'est important aussi de l'évoquer, car le changement climatique, selon les experts, sera propice en fait à l'aggravation d'un certain nombre d'aléas environnementaux. Et c'est important d'avoir ce facteur en tête quand on pense des projets de territoire et de transition de ces territoires touristiques. Nous avons aussi des projets sur la diversification touristique, y compris sur des sujets et des terrains controversés. Parce que c'est ça aussi notre boulot en tant que chercheur, hein, c'est d'aller observer les controverses, d'aller observer vos disputes et d'essayer de les comprendre pour en saisir les enjeux et probablement vous aider aussi à y voir plus clair. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc la formation, c'est aussi important et là aussi, je vais encore prêcher pour ma paroisse. Au pôle universitaire de Gap, cela fait 20 ans qu'il y a une formation qui forme les futurs gestionnaires des territoires de montagne. Depuis 4 ans, cette formation a été renommée Gestion durable des territoires de montagne. Et c'est une formation qui articule vraiment l'expertise d'enseignants-chercheurs et l'expérience d'acteurs du territoire, avec un intérêt très fort pour les mises en situation, des écoles de terrain, des séminaires avec les acteurs, des projets événementiels organisés par les étudiants, des ateliers professionnels qui sont des réponses directes à des commandes d'acteurs du territoire, des stages. Et les stages, c'est extrêmement important pour nous, pour nos étudiants, mais aussi pour vous. Et nous avons aussi un conseil de perfectionnement, et j'en parle parce que cette formation, elle a été vraiment pensée dès ses débuts, et elle est toujours aujourd'hui pensée comme étant co-construite avec les acteurs du territoire. Cette formation, elle est là pour former vos futurs collaborateurs, et nous sommes fiers, et vous en avez quelques-uns affichés là-bas au fond, nous sommes fiers d'avoir parmi nos diplômés des responsables de services, d'OT, on a même des élus municipaux dans le 05 qui sont des diplômés de notre formation et qui sont vraiment venus ici parce qu'ils étaient amoureux des montagnes et voulaient être des acteurs forts de leur avenir. Diapo suivante. Donc, diapo suivante, je vais faire court. Merci. Et donc, le dernier point, le dernier triptyque, c'était la dimension expertise et aide à la décision. Elle est rapidement, quelle est la différence entre la science et l'expertise? Le scientifique, c'est celui que je vous décrivais tout à l'heure, qui avait le temps d'analyser, qui avait la liberté de son poil à gratter. Et l'expert, en fait, c'est un scientifique qui doit émettre un avis dans un processus de décision. Et la difficulté, en fait, de l'expert, c'est que la question qu'on lui pose n'a pas toutes les réponses dans l'état des savoirs au moment où on lui pose cette question-là. Donc l'expert, en gros, doit un petit peu mouiller sa chemise, en fait, doit se positionner, doit mobiliser tous les savoirs à son service, mais à un moment donné, doit se positionner pour aider le décideur. Alors, vous remarquez une chose, en préparant ce diaporama, je me suis rendu compte que dans notre équipe pédagogique du master de Gap, eh ben en fait, nous sommes dans les conseils scientifiques de plusieurs parcs naturels. Vous en avez la liste là et vous avez les noms des collègues. Et finalement, je me dis, c'est fou que nous, chercheurs, on soit surtout sollicités par les écolos. C'est chouette, on est fiers, hein, mais finalement, ça serait bien aussi que vous veniez vous nous solliciter, même si vous n'êtes pas les super écolos de la montagne, parce que je pense qu'on peut vous apporter des choses, et de toute façon, nous proposons vous disposer. Et un autre élément important, et là je fais un petit peu un jingle pour un travail que vous connaissez peut-être, ce sont les cahiers thématiques du groupe régional d'experts sur le climat en région sud, qui produit régulièrement des ouvrages à votre attention, acteurs du territoire, décideurs du territoire, qui vous permet en fait de vous tenir informés de façon rapide et accessible, sans vous saouler avec des gros dossiers scientifiques imbuvables, de façon donc abordable et synthétique sur un petit peu l'état des savoirs sur les enjeux du changement climatique. Donc voilà un petit peu pour ce triptyque. On peut passer à la diapo finale qui est juste un remerciement qui vous montre, qui essaye de vous montrer comment finalement toutes ces questions que vous vous posez, nous avons nous les outils
en tant que scientifiques pour apporter un éclairage. Nous formons des étudiants qui sont ici mobilisables régulièrement. Et d'ailleurs, vous êtes de nombreux élus municipaux à faire confiance à nos étudiants, à les recruter tous les ans en stage. Et ces étudiants sont ceux qui vont vous permettre de réaliser, ou en tout cas de vous aider à réaliser vos diagnostics de territoire, vos études de flux de population. Ils vont faire des préconisations. Et alors, il y a quelques étudiants dans la salle, et ce que je vais dire, ne le prenez pas mal, voyez-le comme quelque chose de positif. Ces petits jeunes, des fois, ok, ils ont peut-être un regard un petit peu naïf, un petit peu idéaliste, mais moi, je trouve que c'est aussi ça qui va vous faire regarder autrement ces territoires que vous voyez peut-être avec la tête dans le guidon, en fait. Donc ça, c'est chouette, et en tout cas, je suis fière d'avoir ces jeunes qui sont motivés et qui viennent vous épauler. Merci. Cécilia, peut-être nous dire un mot de la collaboration future avec les ORS. Peut-être un mot. Alors, juste pour susciter un peu de réaction avant que Pierre ne réponde. Mais bien évidemment, chacun d'entre nous sollicite les organismes de formation et les étudiants parce qu'on adore cette énergie, cet enthousiasme. C'est pas de la naïveté, hein, c'est de la spontanéité. Ne le prenez pas mal ce que je vous dis, parce que je ne le dis pas pour l'université, la vôtre. Mais je pense qu'il faut faire attention au côté militant de certains cursus de formation. Et qu'il faut aussi entendre les points de vue de ceux qui font la montagne, qui sont élus, entrepreneurs ou qui habitent, et qui parfois ont des perceptions très différentes et qui se butent au militantisme. Quelques exemples de séances qui ont été un peu animées ces derniers temps par des pôles universitaires, c'était un peu compliqué. Pierre, quelques mots sur la collaboration. Oui. Perspective donc de collaboration avec Aix-Marseille Université. Nous sommes allés rencontrer notamment responsables de l'Institut des sciences du mouvement, le technosport, il y a la faculté d'économie. Alors on a l'antenne effectivement de Gap, mais de manière générale Aix-Marseille Université, qui, si je ne m'abuse pas, est la première université française, n'est-ce pas, francophone du monde. Alors voilà, et donc on va travailler dans toutes ces dimensions, ce qui nous ramène à la dimension de ce que je disais tout à l'heure, l'avenir de la diversification, de l'évolution de nos sports et loisirs de montagne, c'est d'être en mesure de les tester, de les faire tester, de regarder les modèles économiques qui vont avec. Les stations, elles sont pas toutes identiques, et heureusement, hein, elles ont des opportunités, elles ont des visions, et donc ce qu'il faut, c'est leur donner des outils, mais avec toujours ce côté composante économique. Je reviens sur un sujet ici, par exemple, on a mis en place une tyrolienne. Bon, c'est relativement intéressant au niveau économique. Moi, j'ai souhaité que ça soit fait par des jeunes entrepreneurs des ORS, pas par la SEMLOR. On l'a pas fait nous en direct. On a laissé investir aussi des jeunes entrepreneurs qui ont mis en place cette tyrolienne. Ça marche très fort. Et je suis sollicité tous les jours pour mettre d'autres types d'activités un petit peu partout ici dans la montagne. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut faire attention au modèle. Il faut garder la maîtrise. Par exemple, sur le pôle expérientiel qu'on veut développer, on aurait pu, on me disait toujours, de chercher des investisseurs privés, financiers, qui viennent ici pour développer. Attention à ne pas vampiriser le modèle économique de la station. Il faut garder la maîtrise, il faut garder ce qui fait l'intérêt de la montagne pour nos visiteurs aussi, hein, nature, ressourcement, bien-être, etc. Et donc c'est dans notre capacité d'accélérer justement ces évolutions, de mettre en œuvre des activités, mais avec cette vision économique. C'est pour ça que de travailler avec des sociologues, avec Aix-Marseille Université, de mettre en œuvre des moyens indoor, outdoor pour faciliter le test. On a développé des produits qui permettront d'aller plus rapidement faire tester ces sports et loisirs de montagne, permettront aussi à nos collègues des autres stations, peut-être avec ces modèles qu'on va développer évidemment avec les professionnels, très important de bosser avec eux, hein, les écoles de ski, les écoles de vélo, les fédérations, les équipementiers, le cluster montagne. Voilà, c'est avec eux qu'il faut qu'on travaille pour assez rapidement mettre à disposition des élus des outils, des activités, des éléments de décision.
important pour qu'ils puissent préfigurer, en tout cas activer et développer avec l'aide de la région, de l'État aussi. On a dit tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de moyens qui sont à court terme, hein, ils sont là, hein, sur les quelques années qui viennent. Il ne faut pas se louper sur cette évolution. Et donc nous, en tout cas ici aux Ors, on va aider et faciliter le travail de nos collègues maires de station. Cette table ronde touche à sa fin. Peut-être un dernier mot de chaque intervenant, si vous le souhaitez. Gérald a une question, monsieur le maire de Saint-Léger-les-Mélèzes. Et puis je demanderai, pour clôturer, une dernière réaction. Directeur de la communication, si tu estropie en plus le nom de ma station, ça n'a pas fonctionné. Non, moi je voulais apporter quand même... Saint-Léger-les-Mélèzes. Merci beaucoup. Un petit éclairage sur la montagne. Il est bien certain que les stations de ski ont été créées à un moment donné pour conserver une population locale et conserver une économie locale. Et c'est très important de garder cette idée en tête parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle de 4 saisons, c'est très bien, mais il ne faut pas exclure la population locale. Nous, on travaille en hiver parce que l'hiver, il n'y a plus d'activité. Il y a très peu d'activités agricoles, il y a très peu d'activités sur l'artisanat. Donc on a un report sur les stations de ski de notre artisanat et de notre voilà, et sur l'agriculture. Il est bien certain que vouloir faire du 4 saisons sans réfléchir à intégrer notre population locale et de ne pas réfléchir à ne pas les exclure, parce qu'une fois qu'on aura des salariés l'été, ce ne sera peut-être pas les mêmes que l'hiver. Et si c'est les mêmes que l'hiver, on va laisser sur la touche notre population qui est là à l'année. Et je crois que là-dessus, il faut être très vigilant. Travailler, c'est pour cette raison que la montagne est unie aujourd'hui. Et il n'y a pas en montagne de concurrence entre les stations. On se complète, on n'est pas dans les mêmes vallées, on n'est pas sur les mêmes territoires. On a des spécificités bien particulières en fonction, comme il l'a dit, de l'exposition ou de la situation géographique. Nous, on est une petite station familiale avec une trentaine de kilomètres de pistes, mais on a 3 centres de vacances. On a 600 enfants qui viennent régulièrement toutes les semaines. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à tout ça. Il faut le réfléchir, et c'est pour ça que l'étude qui a été faite par la région, je remercie Nice du discours qu'il a eu tout à l'heure parce qu'il était vraiment constructif et il a reflété exactement ce qu'il en était de nos territoires. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est pour ça que, comme l'a dit Pierre aussi, on s'entend et on se comprend lorsqu'on discute de la montagne. Quand on se réunit entre maires, que ce soit à la NMSM ou que ce soit à l'ANEM, on a des discussions qui sont compréhensibles par tout le monde parce qu'on est dans les mêmes dispositions. Ces dispositions de territoire, on peut avoir de grandes ambitions, on peut essayer de faire beaucoup de choses sur toute l'année, sur le 4 saisons, sur tout ce que l'on veut entendre, mais on a une population locale et cette population locale, croyez-moi, il faut qu'on en tienne compte et il faut véritablement qu'on l'intègre à cette réflexion et c'est pour cette raison que la mairie, les communes sont les premiers interlocuteurs qu'il faudra écouter sur le développement de cette montagne-là. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Merci. Merci, monsieur le maire, pour ce propos plein de sagesse. Je propose que l'on clôture cette table ronde. Je remercie bien évidemment tous les participants. On a une pensée pour madame le maire d'Isola 2000. J'espère que tout va pour le mieux. Peut-être un dernier mot de l'observateur que tu es. On a le sentiment, alors, vu de chez nous, qu'il y a un moment montagne, qu'aujourd'hui, toutes les grandes aspirations de nos contemporains qui sont en quête de sens, en quête d'espace préservé, en quête d'air pur, les ramènent à nous. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que les tendances que vous décelez sur un temps long vont vraiment dans ce sens-là, ce qui laisse augurer des beaux lendemains pour la montagne ? Tout à fait. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que en complément d'un vrai travail de temps long que peuvent faire les universitaires, c'est vrai qu'aujourd'hui, on développe des indicateurs qui sont beaucoup plus liés à l'environnement ou d'ailleurs aux ressources humaines également.
On travaille actuellement sur des indicateurs, mais également des indicateurs d'acceptation du tourisme par les territoires et d'intégration de la culture des territoires par les touristes. On est vraiment dans cette demande des territoires à ce sujet. Là, je me projette vraiment, mais c'est des sujets sur lesquels on commence à travailler parce qu'on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, il y a de nouvelles usages de la montagne qui sont plus longs. Des gens qui sont venus télétravailler, qui commencent à y vivre. Enfin, c'est pas forcément une tendance que vous ressentez fortement aux Ors, mais par exemple, dans des stations comme Font-Romeu, dans des stations comme Villard-de-Lans ou Lens-en-Vercors, c'est des sujets qui sont extrêmement prégnants pour eux. Et donc, c'est toujours intéressant de s'intéresser à ces tendances. Dites-nous que le meilleur est à venir pour clôturer cette table ronde. Moi, je pense sincèrement que le meilleur est à venir. Bravo. Non, mais pour une raison très simple, c'est que la montagne va offrir la fraîcheur que les autres n'auront pas. En tout cas, je vous remercie tous les 5 participants à cette table ronde. Pierre Voller, maire des Ors, Nijginestou de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Denis Moher, président directeur général de G2A, et je vais écorcher votre nom, vous ne m'en voudriez pas, Cécilia Claes, du pôle universitaire Aix-Marseille, installé à Gap. Merci à tous, et puis je crois que le moment est venu de laisser la parole à Pierre Voller pour la conclusion générale. Oui, on va simplement remercier aussi l'équipe, toutes les personnes qui ont participé toute la journée. Merci à nos nouveaux partenaires, à Okova, le Crédit Agricole Alpes-Provence et Iten. Merci aux techniciens d'Axen. Et puis l'avenir appartient à ceux qui se lèvent haut en montagne. Pierre, en tant que maire, merci. Et la conclusion ? Bien, merci. Écoutez, le fondateur d'Okova est heureux ce soir, parce que nous avons créé effectivement cet événement il y a 18 ans. Mes amis Gérard Stellin et Jean-Louis Lazari qui sont présents, on l'a mis en œuvre dans le cadre, puis Yann évidemment qui se profile, on l'a mis en œuvre dans le cadre de l'industrie de la microélectronique régionale, dont j'étais aussi vice-président d'association aux côtés de Gérard et de Jean-Louis. Et donc on a amené un petit peu cette dynamique collaborative autour de l'innovation, sur la transition énergétique, sur le numérique en montagne. Et donc aujourd'hui, on a eu des interventions très intéressantes avec une composante européenne large. Ça nous ouvre l'esprit de discuter avec des Allemands, avec des Italiens. Franchement, en tout cas, moi, je suis très heureux de ce qui s'est fait aujourd'hui. Et on voit qu'on approche dans toutes les dimensions les problématiques de la montagne, mais avec une vision concrète pour aller de l'avant, pour agir, en prenant, je dirais, un maximum d'informations et de la méthode pour pouvoir notamment profiter, tu l'as dit Yvan tout à l'heure, de ce qui se profile, c'est-à-dire qu'entre les contrastations pour les 6 ans qui viennent, le président Renaud Muselier l'a indiqué, qui double de valeur par rapport à ce qui était fait pendant la mandature précédente, mais aussi pour les espaces valléens. Voilà, on a des éléments avec le plan Avenir Montagne aussi. Bon, c'est de l'argent. L'argent, ça fait pas tout, mais ça aide bien. En tout cas, il faut que nous, maires de station, élus des communautés de communes, soyons vraiment, profitions de ces opportunités, mais en s'appuyant sur une vraie démarche collaborative, ouverte, on l'a dit tout à l'heure, inclusive. Gérald le disait à l'instant, faut pas oublier les populations, le mode de vie dans nos montagnes, voilà, tous ces composants. Alors, Cécilia disait tout à l'heure, moi je prends le temps, on prendra un peu le temps, mais il faut quand même qu'on agisse, parce que les enveloppes sont là, il faut y aller, il faut pas y aller n'importe comment, voilà. Voilà. Donc, en tout cas, un grand merci à tous. Merci à tous ceux qui sont à l'extérieur. Merci à nos amis étrangers, donc européens, bien sûr. Donc, de l'Italie, on a vu avec Chiara tout à l'heure, avec nos amis allemands. Voilà. Et donc, en tout cas, on va démarrer, on l'espère, autrichien aussi, j'y venais. On va, je l'espère, avec le programme Novaltitude, pouvoir continuer à aller de l'avant. En tout cas, vous pouvez compter sur les Ors pour aider nos stations et les territoires de montagne à aller de l'avant avec réussite pour les années qui viennent. Merci beaucoup, Pierre Voller.
Merci également, pour finir, à nos interprètes, toutes les deux, qui ont tenu le choc toute la journée et qui sont des spécialistes de la thématique d'aujourd'hui, m'ont-elles dit. Et tant mieux. Merci à tous. Merci à Yvan Chex également.